Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le bateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Et aujourd'hui, nous allons parler de nous, les femmes, et plus précisément de notre santé intime. Sécheresse vaginale, mycose, cystite, règles douloureuses. Être une femme n'est pas tous les jours facile, même en 2024. Alors comment prendre soin de notre intimité ? Nos meilleurs conseils aujourd'hui sur le bateau de La Santé d'abord. Alors, je vous le promets, dans cette émission, pas de chichi ou de fausse pudeur. On va appeler un chat un chat. L'idée étant d'apporter vraiment des solutions concrètes à tous ces problèmes intimes féminins dont on n'ose pas toujours parler à son pharmacien ou à son médecin. C'est pourquoi j'ai fait appel à deux expertes du sujet. Pour elles, rien de ce qui touche à la sphère génitale féminine n'est tabou. Bonjour mesdames. Docteur Brigitte Letombe, je commence par vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue médicale et auteur du livre « Femmes, réveillez-vous ». C'est ce qu'on va essayer de faire pendant cette émission aux éditions First. Nadège Billeri, bonjour. Bonjour. Vous êtes naturopathe et auteur du livre Soins intimes aux éditions Hachette. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation et ensemble, nous allons libérer la parole aujourd'hui sur ces problèmes intimes dont l'impact sur la qualité de vie est loin d'être négligeable. Mais tout de suite, allons voir ce qu'en pensent les Français. Quand on parle de santé intime, qu'est-ce que cela leur évoque ? C'est un reportage de Marine Kijek et Mathieu Guillot. Pour moi, la santé intime, c'est bien se laver déjà. Je trouve que ces dernières années, avec les réseaux sociaux, etc., on en parle un peu plus. Peut-être pas assez, mais je trouve que c'est de moins en moins tabou, même si ça reste encore un petit peu. C'est un sujet qui est pas si souvent abordé que ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... on en parle plus souvent maintenant qu'auparavant. Des pubs à la télé qu'on voit où ça aborde le sujet sans trop en parler, je trouve qu'effectivement ça reste un sujet qui reste un peu tabou. Et là il y a un test, j'ai entendu parler de ça, il y a un test qui permet de détecter l'endométriose. On nous a dit ouais c'est normal d'avoir mal, mais au final est-ce que c'est vraiment vrai, ça je ne saurais pas le dire du coup. Mais je pense qu'il doit peut-être avoir quelques solutions et tout ça, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Perso, je suis pas concernée, mais les filles qui ont vraiment mal, très mal, à un moment, il faut que ça soit pris au sérieux. Ça va dépendre des professionnels de santé, je pense déjà. Moi, je sais que je suis plus à l'aise avec les femmes, par exemple, parce que certains hommes, en tout cas, après mon médecin, moi ça va, mais il y en a certains, je pense, qui vont peut-être pas forcément prendre au sérieux. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, vont nous prendre au sérieux. Donc je pense que ça dépend aussi sur qui on tombe. Il y a encore un travail d'information à faire, on le sent. Alors, juste d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce chiffre, selon un sondage IFOP Pilège qui date d'avril 2023, une femme sur deux souffre d'au moins un désagrément intime, infection urinaire, douleur de règles, mycose vaginale, etc. Et ces problèmes vont impacter d'abord leur vie sexuelle, pour 62% d'entre elles, leur vie professionnelle, 51%, et ensuite leur vie sociale et familiale, bien sûr. Voilà, donc je le disais aussi en introduction, les femmes n'osent pas toujours aborder ces sujets de santé intime. D'ailleurs, on le voit très bien dans ce reportage, notamment avec des professionnels de santé. Encore faut-il qu'elles puissent en trouver. Et effectivement, là aussi, les chiffres sont assez édifiants, puisque selon certains départements, on compte que 2,6 spécialistes pour 100 000 femmes. Donc là aussi... Oui, mais là, je voudrais quand même modérer un tout petit peu. Quand vous parlez de cela, vous parlez des gynécologues, donc spécialistes, alors peut-être seulement des gynécologues médicaux, en sachant qu'il y a des gynéco-obstétriciens également, ce qui fait que, en fait, les difficultés, les petits soucis de soins intimes ne nécessitent pas obligatoirement une consultation avec un gynécologue. Donc on peut voir son médecin généraliste. Voir un médecin généraliste, on peut très bien voir une sage-femme, on peut même en parler au pharmacien. Si on a des habitudes, on est proche de sa pharmacienne, son pharmacien. Donc, ça n'est pas pathologique. La plupart des difficultés, les soucis intimes ne sont pas obligatoirement de la pathologie, qui ne nécessitent pas obligatoirement un regard d'un médecin spécialiste. Bon, alors justement, si on ne peut pas avoir accès tout de suite à des spécialistes, grâce à cette émission, on va pouvoir mieux informer les femmes sur l'origine de ces petits désagréments. On a déjà toutes connu ça au moins une fois dans notre vie. Ça gratte, ça démange, ça picote au niveau de la sphère génitale. Ça peut même être très douloureux. À quoi faut-il penser ? Je dirais que toutes les femmes au départ pensent à la mycose. Oui.
Et elles vont voir leur pharmacien en disant « j'ai un problème de mycose ». Mais ce n'est pas toujours une mycose. Mais ce n'est pas toujours le cas. Toutes les démangeaisons ne sont pas dues à des mycoses, effectivement. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être une infection sexuellement transmissible aussi. Dans ces cas-là, on invite à consulter aussi parce que mais ça peut être tout simplement une inflammation. Oui, non, l'infection sexuellement transmissible, il faut y penser quand il y a des pertes vraiment anormales et des douleurs. La démangeaison vulvaire, c'est bien sûr le premier signe de la mycose, ça c'est vrai, mais on peut avoir un désagrément vulvaire, une gêne, des petites brûlures sans que ce soit une mycose et on ne pense pas à un autre déséquilibre de la flore vaginale qui s'appelle une vaginose. Parlons d'abord de la mycose. Comment reconnaître une mycose? Quels sont les signes? Il y a l'inflammation, ça irrite, etc., qui peut être due parce qu'on porte des vêtements trop serrés ou qu'on a des produits d'hygiène qui ne sont pas adaptés. Mais ensuite, le stade de la mycose. C'est accompagné de leucorrhée. Alors, leucorrhée, c'est les pertes blanches. D'accord. Il faut que les femmes sachent qu'à partir du moment où elles ont une imprégnation hormonale, une cyclicité hormonale, elles ont une sécrétion de la glaire et une desquamation vaginale qui varie dans le cycle. Donc, ces sécrétions montrent que notre vagin est en train de se nettoyer. Et ça explique que les femmes qui sont ménopausées, par exemple, n'ont plus ces sécrétions et une sécheresse vulvo-vaginale. Donc ça, c'est important de connaître. Et ce qui est anormal, c'est quand on a des pertes qui sont ou malodorantes, vraiment très importantes, ou au contraire très épaisses. Donc quand on a des pertes très épaisses avec un œdème vulvaire, une rougeur et des démangeaisons, ça évoque la mycose. Et la mycose survient en général avant des règles. Par contre, quand on a des pertes vraiment limpides, malodorantes, gênantes, on a l'impression qu'il y a un problème d'odeur qui persiste. Et là, c'est plutôt après les règles, parce que c'est souvent les règles qui déséquilibrent la flore vaginale. Et là, c'est une vaginose. Ce ne sont pas des infections sexuellement transmissibles, ni l'une, ni l'autre. Quand ça brûle, lorsqu'on va uriner avec des envies trop fréquentes et trop pressantes, là, évidemment, on pense à cystite, infection urinaire. Cystite qui n'est pas obligatoirement une infection, ça peut être un déséquilibre. Il y a ce qu'on appelle les cystites à urine claire, c'est-à-dire que si on fait des prélèvements, il n'y a pas d'infection, il y a quand même la gêne. Mais quand il y a une infection urinaire, là, pour le coup, il y a des douleurs à la miction, c'est pas juste une gêne. Alors, quand il y a une vraie infection urinaire, en général, il peut y avoir une hématurie, et puis, perte de sang. Bien sûr, là, s'il y a éventuellement de la fièvre, là, il faut évidemment faire un ECBU, voir un médecin pour avoir une thérapeutique efficace, voire une antibiothérapie. Mais des petites brûlures, des envies mictionnelles fréquentes, ça peut être de la cystite banale. On fait on n'a pas besoin de faire un ECBU pour autant. On a des traitements très efficaces, des traitements minutes. Il n'y a pas nécessité de prendre une antibiothérapie. Et vraiment, les urologues interpellent les médecins sur le fait qu'on donne certainement beaucoup trop d'antibiothérapie pour des simples cystites. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre juste un antibiotique? C'est des traitements minutes. C'est des traitements minutes. Voilà, mais sauf qu'il y a aujourd'hui les gynécologues qui prescrivent en prévention, parce que souvent ces cystites se développent après des rapports sexuels, et en prévention, ils vont dire aux femmes de prendre cet antibiotique monodose. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, ça? Alors, il y a aussi l'antibio, on peut parler d'antibiorésistance aussi, de plus en plus. Et puis, il y a peut-être d'autres moyens avant d'utiliser l'antibiothérapie. Personnellement, au niveau des études notamment, on a vu que la canneberge était très efficace. Après, il y a aussi d'autres molécules qui vont être intéressantes. On a vu qu'en associant la canneberge avec de la propolis et une substance qui s'appelle le démanose, qui est un dérivé du glucose aussi, mais qui n'a pas de fonction d'agir sur la glycémie, va agir au contraire justement sur la prévention et un traitement efficace des cystites. Donc, prévention, mais en curatif, parce que toutes les femmes qui nous regardent, moi j'ai eu aussi des infections urinaires, quand l'infection est là, que ça brûle, que ça fait mal, c'est horrible. Moi j'ai tout essayé, la canneberge, le démanose, ça ne marche pas. Là on est obligé de prendre un antibiotique et il ne faut pas laisser traîner. Exactement. Une cystite aussi, parce qu'après ça va atteindre les reins, on a une pyélonéphrite. Oui, d'accord. Oui, quand il y a une vraie infection. Oui. Quand vous avez une cystite banale à Escherichia coli, comme on vient de la décrire là, un traitement minute suffit. Le démanose, par exemple, alors moi je l'ai appliqué par exemple sur ma petite, sur ma fille, qui a des cystites, on va dire régulières l'été parce qu'elle mange plus de glace, elle a une alimentation, on va dire, moins équilibrée, plus sucrée. Le démanose, il fonctionne extrêmement bien. Plusieurs fois, on a évité justement l'antibiothérapie en l'espace de 24 heures. Rappelons peut-être en quelques mots les facteurs de risque des cystites. Alors, il faut bien boire, déjà, boire suffisamment.
Ensuite, il faut aller aux toilettes et avoir des mictions régulières. Ouais, ne pas se retenir. Non. Aller uriner juste après un rapport. Bien sûr. Aussi. Et ensuite, il faut avoir un équilibre, on n'en a pas encore parlé, mais un équilibre de la flore vulvo-vaginale. Très belle transition, justement, j'allais vous en parler. Comment équilibrer ce microbiote intestinal, vaginal, qui, lorsqu'il est déséquilibré, va provoquer tous ces désagréments intimes. Alors déjà, à la base, savoir que le microbiote vaginal, il est constitué de plusieurs souches, mais il y en a une en particulier qui fait partie des lactobacillus et qui est le lactobacillus crispatus, qui est vraiment le garant de la santé vaginale. Ce qui est très important, effectivement, c'est aussi évidemment l'hygiène de vie qui va contribuer, et surtout la consommation d'aliments, on va dire variés, qui vont favoriser un bon microbiote, manger suffisamment de fibres. Les Français ne consomment pas suffisamment de fibres. Évidemment, éviter tout ce qui va être, donc au niveau alimentaire, les pains blancs, les farines blanches, les riz blancs, voilà, tout ce qui va être blanc, pour proposer plutôt du complet, semi-complet. Manger une alimentation colorée aussi, de façon à favoriser effectivement un bon microbiote intestinal. Et là, j'interviens aussi sur quelque chose dont on parle peu, c'est le microbiote au niveau de la sphère buccale, puisqu'on savait déjà que les parodontites de la femme enceinte étaient liées à souvent des risques d'accouchement prématuré. Il y a une étude en 2020 qui est sortie sur des adolescentes sud-africaines. On s'est rendu compte que celles qui souffraient de gingivite, donc les dents qui saignent, avaient des problèmes notamment de vaginose bactérienne. Parce qu'on a vraiment un lien. Bien sûr, mais tout le microbiote buccal, voilà, c'est évident. Vaginal, et notamment dans les mycoses. J'ai rencontré une jeune fille pas plus tard que ce week-end qui avait des mycoses récidivantes. Et en fait, finalement, elle s'est rendue compte qu'elle avait aussi une gingivite et que ces problématiques sont arrivées en même temps. Alors moi, je voudrais insister sur le tabac. Oui, aussi. Le tabac, ça déséquilibre complètement le microbiote. C'est très important. Ça détruit les lactobacilles de la flore vaginale. Oui. Ok. Donc, si on a des vaginoses ou des cystites à répétition, déjà... Bon, il y a plein de raisons, mais c'est une des raisons pour lesquelles le tabac est vraiment toxique. Oui. Alors, il y a aussi la période de la ménopause, on en parlait tout à l'heure, qui peut s'accompagner parfois de sécheresse vaginale très importante, puisqu'on n'a plus de sécrétion hormonale. Et dans ce cas, il est possible de faire des injections d'acide hyaluronique au niveau du vagin pour améliorer l'hydratation des muqueuses et notamment lutter contre les cystites. Regardez, c'est un reportage de Pierre Emco et après, vous me donnerez votre avis. D'accord. Madame Russotto, bonjour. Bonjour. Allez, je vous en prie, on peut y aller. Le traitement de la sécheresse vaginale est un traitement qui concerne plus de 55% des femmes ménopausées. Il faut savoir que les femmes ménopausées qui ont eu des cancers et des radiothérapies ou des chimiothérapies ne peuvent pas accéder à des traitements hormonosubstitutifs. On appelle ça des traitements que donnent les gynécologues en général pour justement limiter les sécheresses vaginales et les douleurs. Et nous proposons du coup des injections d'acide hyaluronique qui sont parfaitement indiquées dans ce cas de figure. Depuis que je fais ce traitement, ça m'a vraiment changé la vie parce que je n'ai plus de douleur quand j'ai des rapports sexuels. J'ai beaucoup moins d'infections urinaires. Ce traitement consiste à injecter de l'acide hyaluronique dans une partie bien précise au niveau de l'entrée du vagin qui va donner de l'hydratation à la muqueuse vaginale pour l'épaissir et provoquer moins de douleur, donc à la réhydrater. C'est un traitement rapide, quasiment indolore et qui est efficace pour plusieurs mois. Le traitement coûte 350 € par injection. En fonction du bilan qui est fait en amont, on voit s'il faut faire une ou plusieurs injections et à renouveler chaque année. Les préconisations à prendre durant le traitement, c'est d'arriver sans infection active au niveau vulvo-vaginal. Et ensuite, post-traitement, il faut éviter les sources de chaleur, les bains chauds pendant 2-3 jours et les rapports sexuels pendant une petite semaine. Bon, on est bien d'accord, c'est un traitement complémentaire d'un traitement hormonal d'hydratation de la ménopause. Mais quand on parlait tout à l'heure de la flore et de l'importance de la flore dans le bien-être vulvo-vaginal, il est nécessaire pour que la flore de Doederlin puisse persister qu'il y ait un minimum d'imprégnation œstrogénique. Or, chez les femmes ménopausées, il n'y a plus d'œstrogène. Et donc, on parle de syndrome génito-urinaire de la ménopause. Et pour traiter ce syndrome génito-urinaire de la ménopause, qui touche une femme sur deux, et même en tout début de ménopause, c'est important qu'elle le sache, on doit utiliser des traitements locaux, alors les hydratants éventuellement, mais ce qui est plus efficace, c'est bien sûr des œstrogènes locaux. Les œstrogènes locaux, ils existent en gel, en anneau vaginal, en ovule, et ils n'ont pas d'effet délétère autre. Il est très important de savoir que pour les femmes ménopausées qui ont ce type de problème, elles peuvent utiliser ces produits. Si elles ne veulent pas prendre de traitement hormonosubstitutif par voie orale. Alors,
le traitement hormonal substitutif ou de ménopause par voie orale ou par gel n'est pas l'indication pour un syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ça n'aura pas d'effet sur la sécheresse. Moins si qu'un traitement local. C'est pas ce qu'on propose. Si on propose un traitement hormonal de ménopause pour d'autres raisons. Pour ces raisons-là, on propose des œstrogènes locaux qui sont sans risque, même si la notice de ces produits sont des notices de classe et donc rappellent tous les risques cardiovasculaires et carcinologiques. Voilà. D'accord. Quelques mots sur les produits à utiliser pour notre hygiène intime. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, alors, il nous reste plus beaucoup de temps, donc je vous demande d'être très synthétique. Mais c'est vrai qu'on a un super rapport de l'ANSES qui est sorti en 2019, justement, qui répertorie toutes les problématiques liées aux produits d'hygiène intime et aux protections aussi hygiéniques, où il y a beaucoup de présence d'hydrocarbures, de plastique, de perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est prouvé. Il y a un effet nocif réel sur les consommatrices. Et en France, ce n'est pas réglementé, contrairement aux États-Unis, par exemple, où les protections périodiques sont réglementées depuis les années 70. Et c'est un dispositif médical. En France, il n'y a aucune réglementation. Donc aujourd'hui, les femmes ne savent pas toujours ce qu'elles appliquent sur leur peau et sur leur hygiène intime. D'accord. Donc, toujours privilégier des produits qui vont être adaptés, pas utiliser de savon, par exemple, à ce niveau-là, mais utiliser des savons adaptés qui respectent le pH. Pas le gel douche. Pas le gel douche. Pas le savon de Marseille. Trop décapant, on est d'accord. Voilà, exactement. Pas se laver trop souvent non plus, mais ça, on n'en parle pas assez non plus. Mais une toilette par jour, c'est suffisant. Une fois par jour, ça suffit. Une à 2 fois par jour. Voilà, on se lave la vulve. Pas 3 fois par jour parce qu'on est chez soi ou à chaque fois. Pas 0 fois par jour non plus. Et les douches vaginales, on évite. Elles sont à proscrire. Elles sont associées à des risques de cancer des ovaires notamment. Et d'ailleurs, on a vu aussi dans une autre étude qu'effectivement, les femmes qui pratiquaient beaucoup de douches vaginales avec des produits lavants, des déodorants, avaient des taux de pesticides qui étaient beaucoup plus importants. Bon, et surtout, elles déséquilibrent complètement leur flore qui est nécessaire. Évidemment. Parlons des règles aussi, qui est encore un sujet assez tabou. Vous parlez des protections périodiques qui n'étaient pas encore très, on va dire, écologiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommanderiez aux jeunes personnellement, filles, aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Je suis assez adepte des culottes de règles qu'on voit de plus en plus, qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment chouettes. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin, si je puis me permettre. Je vais parler du flux libre instinctif que les culottes de règles peuvent permettre. C'est un apprentissage psychomoteur qui peut être utilisé par toutes les femmes, tout simplement. Le but, c'est de libérer le flux menstruel dans les toilettes. Donc, on ne retient pas son flux. On identifie simplement les moments où le flux va venir. C'est un petit peu, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais il y a une étude qui est sortie, pareil, encore super intéressante là-dessus. Il y a 95% des femmes dans l'étude qui ont pu pratiquer le flux, qui ont libéré 75% de leur flux. Quand elles vont uriner, elle repère parce que le sang n'est pas en continu. Il y a des repérages qu'on peut avoir. Et c'est souvent quand on va uriner d'ailleurs. Des repérages corporels. Et dans l'étude, on a eu quand même 62% de réduction des douleurs de règles et 60% de réduction de ne pas les retenir. Exactement, le fait de libérer le flux dans les toilettes complètement et 60% des règles plus courtes. Quelques mots peut-être sur le syndrome prémenstruel. Donc, ces femmes qui, avant leurs règles, se plaignent de douleurs, de seins tendus, d'humeur détestable, etc. D'envie de sucre aussi. Des envies de sucre. Alors syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de symptômes et c'est quelque chose de très précis. Il y a des symptômes psychiques, il y a des symptômes physiques et psychiques, il y a des troubles du comportement alimentaire, comme vous le disiez. Et quand on parle de syndrome prémenstruel, il faut que ça soit vraiment dans la semaine qui précède la règle, au moment de la phase lutéale, c'est-à-dire après l'ovulation, que ce soit au moins 3 cycles d'affilée. Donc c'est un syndrome prémenstruel, c'est précis quand même la définition. Après, des symptômes prémenstruels, 80% des femmes ont des symptômes prémenstruels, c'est-à-dire une petite tension, une tension mammaire, une tension pelvienne. D'accord, ça c'est normal. Mais ça c'est du symptôme prémenstruel. Mais syndrome prémenstruel, c'est quelque chose qui peut être invalidant. Et qu'il faut prendre en charge, et que l'on peut prendre en charge. Oui. Donc là, il ne faut pas hésiter à consulter. Bien sûr. Oui, la seule problématique, c'est que justement, comme les femmes en ont souvent beaucoup aussi, comme elles partent du principe que c'est fréquent, c'est normal. Donc, on va aussi moins consulter.
Alors, donc, le il y a quand même syndrome prémenstruel, il doit avoir un impact sur la vie des femmes. S'il n'a pas un impact, ce n'est pas un syndrome prémenstruel. D'accord. Ouais, Si ça a un s'il a impact, un on va impact, consulter. évidemment qu'il faut le Ça veut prendre dire en qu'il y a charge. un petit déséquilibre hormonal, ce qu'on appelle une hyperoestrogénie, qui peut se prendre en charge par des moyens naturels ou par des traitements. Quelques mots aussi sur cet ami qui nous veut du bien, le périnée, qu'on a tendance un petit peu à négliger, qui est une partie importante de l'anatomie des femmes et des hommes. Et les des hommes hommes. ont aussi un périnée, mais il est peut-être plus important de Chez le les femmes, il est maintenir en très forme chez les important. femmes. Ouais. Il est très important du fait simplement de la grossesse et de l'accouchement. Donc, il souffre éventuellement durant cette grossesse. Oui, alors que celui des hommes souffre un petit peu moins, on va dire. Évidemment. Et il est que le très nôtre. important parce que c'est lui qui maintient tous les organes, tous les viscères et qui, justement, va empêcher les éventuelles incontinences urinaires qui sont fréquentes et qui touchent, je dirais, en post-ménopause, 40% des femmes. C'est Donc, énorme. Des fuites Et à l'effort ou des fuites juste quand on sourit. Oui, ou- alors il y a- c'est deux types d'incontinence différentes. Mais quand on parle du périnée, c'est essentiellement les fuites à l'effort. Il y a 13% des jeunes filles de terminale qui ont des fuites urinaires en pratiquant une activité sportive. Bien Et sûr. comment on Vous l'explique avez des ça, grandes sportives qui ont des Exactement. problèmes Aussi. d'incontinence. Voilà. En fait, des grandes sportives. oui, des jeunes des filles qui ont- sportives, mais aussi les jeunes filles de terminale. Il y a eu. Mais pourquoi Et alors, On en fait, il n'y a aucune, ne serait-ce que la constipation déjà. Bien sûr. Savoir que le pousser appuie sur le périnée, sur le plancher pelvien, abîme le D'accord. plancher pelvien. D'accord. Il y a une absence d'éducation par rapport à ça, porter des charges lourdes. Toute sa vie de femme, toutes les femmes vont dans leur vie porter les enfants, voilà, faire des choses qui risquent d'abîmer leur périnée. Et il faut vraiment en prendre soin toute sa vie et pas qu'au moment de la grossesse. Et malheureusement, c'est dans ces moments-là qu'on commence à parler du périnée, alors qu'en fait, il Oui, faudrait alors que en déjà parler à 18 bien en ans, on amont. a un périnée qui peut Alors, être déjà fragilisé. A priori, quand même, dans la consultation gynécologique, les premières consultations gynécologiques, ça doit faire partie. J'en ai pas eu. Non, mais ça Malheureusement. devrait. Moi, j'ai pas faire le souvenir qu'on m'ait partie parlé de de mon l'é- périnée Mais aussi je suis dans d'accord mes avec premières vous. consultations Mais je gynécologiques. suis d'accord avec vous, mais Ouais. c'est important que les femmes sachent que quand elles vont voir un gynécologue, si le gynécologue n'en parle pas, n'apprécie pas, c'est à elle de poser la question. Tiens, le périnée, c'est quoi? Qu'est-ce que vous Là, pourriez m'en et dire? juste Je crois que ce quelques- serait bien. Comment prévenir justement cette fragilisation de notre Alors, périnée? c'est un muscle. Quelques petits conseils. Donc il Un faut le muscle muscler. aussi. Déjà, je dirais, on parle souvent de périnée tonique. Il faut surtout avoir un périnée compétent. C'est-à-dire ni trop ni pas assez tonique. Et vous avez une femme qui en parle très très bien, qui est le docteur Bernadette de Gasquet, qui est la référence au niveau, au niveau du périnée. Et ne jamais faire de crunch, ne jamais pousser non plus, puisqu'on crée une Donc ces abdos hyperpression. crunch. Donc Voilà, pas de les crunch fameux d'abord. abdos crunch Le stop à pipi, proscrire. c'est Le stop pipi, il n'a qu'un intérêt, c'est faire prendre conscience de la contraction du périnée. Si vous arrivez, lorsque vous êtes en pleine miction, à interrompre la miction, vous utilisez votre périnée. Ça ne sert qu'à ça. Mais il ne faut pas l'utiliser à chaque D'accord, fois. c'est juste parce que pour là, vous prendre risquez conscience d'avoir qu'on a un périnée résidu. et Voilà. où il est. Sinon, Et vous puis- risquez d'avoir un résidu post-missionnel et ça peut être une porte d'entrée à D'accord. une Et puis infection. bien sûr, après les accouchements, on fait une rééducation Une périnnéale rééducation. avec un spécialiste. Avec un spécialiste, une sage-femme. Et puis le chant aussi, chanter active le périnée. La danse orientale également. Il y a aussi une étude très sérieuse à ce sujet qui a révélé que... La danse orientale. La danse orientale. D'accord. Voilà, la danse orientale pour votre périnée. Mais je voudrais surtout terminer cette émission par un message important à faire passer aux femmes en situation de handicap, pour qui les consultations chez un gynécologue sont souvent très compliquées, peur des préjugés sur leur vie sexuelle, manque d'accessibilité des cabinets gynécologiques. Et il existe aujourd'hui un dispositif baptisé Handigynéco qui répond aux besoins particuliers des femmes. Regardez. Le dispositif Handigynéco, qui est financé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, est une réponse aux difficultés d'accès aux soins gynécologiques et obstétriques des femmes en situation de handicap. Le constat, c'est que les femmes en situation de handicap, elles ont un moins bon suivi gynécologique que les femmes dites valides et que pour le coup, elles meurent plus de cancer gynécologique. Le fait d'avoir une sage-femme auprès de nos résidentes, c'est vraiment un suivi adapté, moins traumatisant que de se déplacer à l'extérieur. C'est OK pour que je vienne faire la consultation dans votre chambre? Oui, bien sûr. Mariam va rester avec nous. Je vais te poser des petites questions sur ta santé globale. Oui. Et puis sur ta vie sexuelle et affective aussi, si tu as besoin d'en parler. Ça te va? Oui. Elles préfèrent aussi être examinées dans leur chambre. Elles peuvent se livrer et on peut les examiner facilement. Elles sont bien et ça les met en confiance. Et moi, je suis à l'aise aussi dans leur chambre
Parfois, techniquement, ça peut être un petit peu plus compliqué, il faut s'adapter. Ça reste une femme comme une autre, qui a son histoire de vie, ses problèmes de santé, ses problèmes de vie affective et sexuelle. C'est important parce qu'on peut très bien voir quelque chose et être ce qu'on appelle asymptomatique. On peut passer à côté de choses graves ou alors des choses qui sont vénales. C'est pour ça que le suivi gynécologique est important pour savoir un peu où on en est. C'est quasiment 100 établissements qui vont pouvoir bénéficier du dispositif HandiGynéco dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et plus généralement la promotion de l'accès aux soins pour tous. Voilà, juste pour conclure ce chiffre quand même, selon une étude menée en 2017 par l'Agence nationale de santé d'Île-de-France, seulement 58% des femmes en situation de handicap disaient avoir un suivi gynécologique contre 77% des femmes en général. Or, on le disait dans le reportage, ces femmes souffrent des mêmes problèmes intimes que les autres. Voilà, un grand merci à toutes les deux, c'était passionnant. J'aurais pu encore en parler pendant des heures. Et je pense que les femmes qui nous regardent aussi auront certainement encore des questions, mais en tout cas, merci d'y avoir répondu de façon très concrète et en nous apprenant beaucoup de choses sur le sujet. Donc en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est attention à des pertes anormales, surtout si elles sont malodorantes, mais avoir des pertes tout au long du cycle, ça c'est normal. Ne pas laisser traîner une infection urinaire, on est d'accord, mais il y a des infections, des cystites sans infection qui peuvent se traiter avec simplement avec de la canneberge, du démanose, etc. Bonne nouvelle, on peut remuscler son périnée, mais on y pense très tôt, dès l'âge de 18 ans, on peut avoir un périnée qui se fragilise et on y pense tout au long de sa vie et surtout après la ménopause si on veut éviter tous ces problèmes de fuite, etc. Voilà, un grand merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.